Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et ce soir c'est pour les mamans, pour nous toutes les mamans. La question c'est comment gérer une confrontation avec son enfant. C'est une très bonne question, une question excellente même. J'ai parlé dans un cours précédent du fait qu'il fallait tant que possible éviter la confrontation avec l'enfant. D'accord, l'enfant rentre de l'école, il veut manger des cornflakes, je n'ai pas envie de lui donner des cornflakes. Il va rentrer, il va voir la boîte de cornflakes, et là je vais commencer à rentrer en confrontation avec lui. Non, ne prends pas les cornflakes, non, pas cela, non, on fait ça, non, on fait ça. Par exemple, tout à l'heure j'étais au parc, Baruch Hashem, on a profité de cette journée de vote, de vacances en Israël, Baruch Hashem, et donc on est parti un peu au parc avec les enfants, et une maman est arrivée avec son enfant, et dès qu'elle s'est assise, elle a commencé tout de suite à gérer son enfant, à lui donner des ordres. Va au toboggan, attrape ta petite sœur. Non, pas sur ce toboggan, passe par l'autre toboggan, passe par là-bas, par là-bas, par là-bas. Non, attention, il y a une flaque. Fais le tour, tes chaussures, elles sont neuves. Attache ton lacet, attache ton lacet. Donc ça, c'est ce qui s'appelle de la confrontation permanente. Parce qu'en l'occurrence, la confrontation en général gagne du terrain et quand on laisse la confrontation entrer dans notre dialogue avec l'enfant, en général, la grande partie majeure de notre communication avec l'enfant va être de la confrontation, malheureusement. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a plein d'autres moyens de rentrer en connexion avec nos enfants, de communiquer avec nos enfants. Alors déjà, premier secours, on va dire, quelle est l'aide technique pour ne pas rentrer dans ce chemin de confrontation. La première aide de secours, on va dire, c'est de leitalem, faire comme si qu'on n'a pas vu. L'enfant a un lacet détaché, fais comme si que t'as pas vu. T'inquiète pas, c'est un sol exprès pour les enfants, un peu en plastique, comme ça, goudron plastifié. Au pire, il tombe, il va se relever. Tu peux aller te baisser si t'as vraiment peur. Tu peux te baisser et faire son lacet. En fait, souvent, la confrontation vient du fait que j'ai pas la force de me lever, j'ai pas la force de faire à sa place. Donc je lui dis, fais comme ça. Je t'ai dit de faire comme ça. Je t'ai dit d'attacher ton lacet. Combien de fois je t'ai dit d'attacher ton lacet? Des fois, les enfants imitent les parents. Combien de fois je t'ai dit de faire ça? Et donc, en fait, non. C'est dommage. C'est dommage. Et donc, on voit quelque chose qui nous dérange, qui nous embête, qui nous enquiquine. On voudrait vraiment que l'enfant passe par un autre toboggan, passe par un autre endroit. Eh bien, il vaut mieux faire comme si qu'on n'a pas vu. Tant que ça le met pas en situation de danger. Il vaut mieux faire comme si qu'on n'a pas vu, d'accord? Je voulais qu'il évite la flaque. Il est en plein dans la flaque. Il est en train de passer par la flaque. Ça sert à rien. Ça y est, c'est déjà trop tard. Il va mettre le pied dans la flaque. Ça sert à rien de parler. Si j'arrive à le rattraper à temps, avec douceur, avec amour, bien sûr, je peux. Mais c'est dommage de chaque chose comme ça, d'être le radar à ce qui va pas, au danger potentiel, aux trucs qui vont pas et tout ça, c'est dommage. C'est dommage parce que l'enfant, ça le pèse. Ça lui pèse. Et c'est dommage. Ça lui coupe sa confiance en lui. Après, il a plus confiance en lui. Il se dit, si maman n'est pas là pour me sauver à chaque instant, je ne vaux rien. Je ne suis pas capable de faire des choix par moi-même. Je n'ai pas la capacité de faire des choix par moi-même. Et c'est dommage. Parce que l'enfance, c'est le début du chemin. C'est là où on explique à l'enfant qui il est, qu'est-ce que sa vie vaut. Et si le message habituel que l'on s'habitue à dire à l'enfant, c'est ne fais pas ça, c'est pas bien ce que tu fais, c'est un sentiment de ça, et bien après, le message dans sa vie qui va le suivre toute sa vie, et ça sera difficile de se dépatrouiller de ce message, c'est tu n'es pas capable seul, tu n'as pas les capacités. Et donc une maman doit, par amour pour son enfant, croire en les capacités de son enfant. Voilà. Le plus beau cadeau qu'une maman peut faire à son enfant, c'est de croire en ses capacités. Je crois que tu es capable. Je crois, c'est le plus beau cadeau, je vous assure. Une mère qui croit en les capacités de son enfant ne devrait pas culpabiliser une seule seconde dans l'année de ne pas avoir offert quelque chose à son enfant, sauf le jour des anniversaires, bien sûr. Mais si elle voit que les mamans gâtent leurs enfants et qu'elles les amènent dans des activités extrascolaires et tout, s'il n'y a pas la confiance en la capacité de l'enfant, je suis persuadée, j'ai une conviction intérieure de faire que tu es capable. Ça passe pas par le langage, ça passe par le cœur, par le sentiment intérieur. Je sens que tu es capable de mettre tes chaussures tout seul. Je sens, sauf si l'enfant vient vers maman et lui demande de l'aide. Si l'enfant nous demande de l'aide, à ce moment-là,
Tu es capable, mon fils, tu es capable. Non, il m'a demandé de l'aide, il a besoin de moi. Mais si l'enfant se lance dans quelque chose, va pour faire quelque chose, mon chéri, j'ai confiance en toi. Tu vas choisir le bon toboggan, tu vas monter. Au pire, si c'est pas pour ton âge, tu vas revenir vers moi et me demander mon aide ou choisir un autre jeu. J'ai confiance que tu peux te débrouiller. Mais le penser à l'intérieur. Le penser à l'intérieur. Attention, quand c'est des choses sur lesquelles l'enfant ne peut pas se débrouiller et il nous dit qu'il a besoin de nous, alors c'est très important de leur donner ce dont ils ont besoin. Parce qu'après, c'est une situation de manque, c'est une situation d'insécurité. Quand j'ai besoin de maman, maman n'est pas là. Ça, c'est très problématique aussi. L'enfant, pour pouvoir développer sa foi en Dieu, la foi que Dieu existe et qu'il est bon et qu'il peut lui donner tout ce qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin, qu'il peut entièrement s'appuyer sur Dieu, il a besoin au début de la vie d'entièrement s'appuyer sur maman, quand il le demande, quand il en a besoin. Il y a beaucoup de situations dans la vie où il est prêt à faire les choses seul, il a envie de faire les choses seul, et il ne reste plus qu'à nous de lui faire confiance qu'il peut y arriver. Bien sûr, s'assurer que l'entourage, que l'endroit dans lequel on se trouve est sécuritaire, qu'il n'est pas en danger, chas v'shalom, et lui permettre de faire ce que bon lui semble. Il y a plein de choses qu'il peut faire sans qu'on ait besoin de se mêler. Et donc la question c'est, et si jamais, donc tu nous dis c'est important de ne pas rentrer en confrontation avec l'enfant et au maximum d'éviter les confrontations. Mais si on se trouve dans une confrontation, comment gérer la confrontation? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Donc j'aimerais vous lire un petit texte de nos maîtres extraordinaires qui décrivent tout le cours de l'enfance, par quel stade l'enfance va passer. D'accord? Donc Razal nous disent, Betan Chouma Pekoudé Gimel, qu'au départ, l'enfant, je ne vais pas le lire en hébreu parce que c'est un peu long, au départ, l'enfant, au tout début, le premier stade, l'enfant est comme un roi. Un roi dont chacun se soucie de comment il va. Chacun demande comment va le roi, comment va le roi. D'accord? De la même manière que le peuple demande comment va le roi, eh bien, le petit bébé qui est à la maison et qui vient de naître, chaque personne qui rentre dans la maison, première chose, comment va le bébé, comment va le petit nourrisson, comment il va. D'accord? Donc c'est le roi, vers qui tous les regards se tournent, vers qui tout le monde demande comment il va. Tout le monde veut le voir et tout le monde veut l'embrasser. Car il a 1 an. Ah non, et ensuite, voilà, donc ça c'est avant 1 an. C'est avant 1 an. Avant 1 an, donc il est comme un roi. C'est quoi aussi le propre du roi? Le propre du roi, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Il peut faire ce qui lui chante quand cela lui chante. S'il a été élu roi, d'accord, le peuple n'a pas son mot à dire. C'est pas comme le président de la République. Je sais pas si vous vous souvenez les films un peu à l'époque. Bon, Baruch Hashem, il n'y a plus de films, mais je me souviens ces films-là de Le Roi Soleil, de l'histoire du Roi Soleil. C'est vraiment le roi, il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Il met qui il veut en prison, il prend la femme de qui il veut, que Dieu préserve les Avdil, Alpha Avdalot. En tout cas, la capacité du roi, c'est de faire vraiment ce que bon lui semble. Et personne n'a son mot à dire. Donc, nos maîtres nous disent que nos enfants, d'accord, en début du chemin, ils sont comme des rois. Et il faut l'accepter. Plus une maman l'acceptera et sera entière avec la chose, plus ça sera une évidence pour elle et facile pour elle de ne pas rentrer en confrontation avec son enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant qu'on ait eu nos enfants, d'accord, on est un peu la reine de notre vie, d'accord? On est la reine, on est le centre de notre vie, on est la reine de notre vie. Je fais ce que bon me semble quand je veux. D'accord? Tant qu'on n'a pas d'enfants, je vais au cinéma avec mes copines, je fais ce que je veux, j'ai gagné de l'argent, j'achète ce que je veux, je fais ce que je veux, d'accord? Je me souviens, à chaque fois, il y avait les copines qui veut sortir, qui veut faire une sortie, qui veut faire ça, tout et n'importe quoi, soyons fous et tout, d'accord? Donc, tant que l'enfant n'est pas rentré dans ta vie, tu es un peu la reine de ta vie. Tu es le centre de ta vie. Enfin arrive l'enfant et on t'annonce, tu n'es plus la reine. L'enfant est devenu le roi. L'enfant est le roi. Pas au mauvais sens du terme. Pas dans le sens
capricieux du terme. J'ai entendu beaucoup cette expression, l'enfant roi, c'est problématique, l'enfant roi, parce que du coup, il n'y a plus d'autorité. Je ne parle pas du tout de cela. L'enfant, jusqu'à 1 an, est comme un roi, ça veut dire il ne demande pas à maman si c'est le moment de se réveiller la nuit ou pas, d'accord? Même si maman a fait une nuit blanche la veille, et qu'elle est très fatiguée, et qu'elle n'a pas trouvé le temps d'aller dormir, d'accord? Enfin, toute la maisonnée va dormir, maman va se reposer, elle est vraiment fatiguée, son enfant ne va pas lui demander si c'est le moment ou pas qu'il se réveille. S'il veut se réveiller, il va se réveiller. C'est le roi, il décide de ce que bon lui semble. J'ai pas envie de dire un mot négatif, c'est pas qu'il en fait qu'à sa tête, c'est la propriété que Dieu a mis dans nos enfants jusqu'à l'âge d'1 an, c'est qu'ils ne demandent pas l'avis de qui que ce soit. Ils agissent, point. Ils agissent parce que Dieu leur a mis à l'intérieur d'eux le logiciel du roi. De maintenant, c'est moi le centre, maman. C'est moi le centre. Je crie quand je crie, je pleure quand je pleure, je tire les cheveux quand je tire les cheveux, je me jette par terre si je veux me jeter par terre. Je veux quelque chose, j'ai vu quelque chose et je le veux et je ne vais pas lâcher prise jusqu'à que je l'ai. C'est l'état du roi. Donc, quand on le sait, d'accord, quand on sait que c'est divin et que c'est Dieu qui a décidé de ça et que nos maîtres nous enseignent ça dans la Torah, on est plus calme. D'accord, on est plus calme, on n'est pas là en train d'essayer de faire de notre enfant un bébé sur mesure qui ne se réveille pas. Oh là là, question anonyme, que faire quand le bébé se lève la nuit? Qui a déjà essayé ça et qui a déjà essayé ça? Ma chérie, ça ne sert à rien de courir après des solutions techniques de comment faire pour qu'il dorme plus la nuit. Comment faire pour qu'il arrête de pleurer? Si c'est pour son bien, c'est une autre chose. Si tu veux le soulager de ses maux et de ses maux de ventre, etc., c'est pour son bien, avec plaisir. Mais si on essaye de chercher notre confort, on essaye de ne pas s'alourdir la tâche, de s'alléger les choses, d'accord? Si la maman est dans une recherche de s'alléger la tâche, eh bien malheureusement, c'est passer à côté comment dire, du développement normatif de l'enfant. Et avec, la femme passe à côté de son développement, de l'affinement du trait de caractère. Parce que le trait de caractère, l'affinement du trait de caractère passe principalement par le fait de se marier, bien entendu, et d'amener des enfants au monde et de s'en occuper sans chercher les raccourcis, sans chercher la facilité. On a le droit de trouver ça dur, on a le droit de trouver ça dur de se lever la nuit, de devoir lui donner ce qu'il a besoin. Moi, j'ai pas encore mangé, j'ai faim, ça fait des heures que j'ai pas mangé. Et là, il y a un bébé qui pleure, il faut que je m'occupe de lui donner à manger, de lui donner tout ce qu'il a besoin jusqu'à qu'il soit rassasié. Je peux pas lui donner l'apéro et pendant qu'il mange l'apéro, je mange autre chose. Non, il a besoin que je lui donne jusqu'à l'âge d'1 an, il a besoin qu'on lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc, si une maman ne comprend pas ce passage obligatoire de l'enfance, elle peut se sentir frustrée. Elle peut sentir à plusieurs reprises qu'elle est dépassée par les événements. Elle ne comprend pas la difficulté de la chose. Alors qu'en réalité, il est en train de se passer un renversement de royauté. D'accord ? La femme n'est plus, la femme célibataire ou jeune mariée n'est plus le centre de sa vie. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est au centre, c'est son enfant, et au travers de son enfant, c'est Dieu. C'est-à-dire quand la maman met son enfant au centre, elle met Dieu au centre. D'accord ? Les gens disent oui, il ne faut pas mettre les enfants au centre, les enfants rois, etc. C'est une bêtise. L'enfant, comment dire, représente le divin dans ce monde. Lorsque je mets mon enfant au centre de mes occupations, de tous mes efforts, de tout mon jus intérieur que j'ai reçu par bonté, par Dieu, je le mets au sein de mon enfant, d'accord, et de mon mari, bien entendu, eh bien, je suis en train de mettre Dieu au centre de ma vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que le Créateur attend de nous. On passe au prochain stade de l'enfance. Le prochain stade de l'enfance, c'est à partir d'1 an, après 1 an, je crois. L'enfant est comme... Attendez un instant. Ben Shana, Olam, Sheni, Roma, Larzir, Sheu, Sone, Shone, Be'efsharut, Kach, Ulad, Shone, Betzavao, Sheu,
Ben Shnataim, Olam, Shlishi, Domé, les Gamré, Shehu, Meraked, les Khan. Ah non, ça j'ai passé un truc. Donc, le shlav d'après, le niveau d'après, le stade d'après, c'est Khazir. Khazir. Khazir, c'est le cochon. D'accord? Donc, après un an, c'est le cochon. Qu'est-ce que a le cochon qui se rapporte à l'enfance? Le cochon, plus il se tourne dans la boue, plus il est dans la boue, plus il est épanoui, plus il est heureux, plus il touche la boue, plus il patouille la boue, plus il se jette dans la boue, d'accord? Il en a plein partout de la boue, et plus il est un cochon épanoui. Alors, quel rapport avec nos enfants? Il faut comprendre, d'accord? C'est une grande révolution quand on ne le sait pas, mais il faut comprendre que le stade après de l'enfant, c'est de passer au patouillage. Patouillage de tout et n'importe quoi. De l'eau, de la purée, du petit beurre en miettes, du lait, de tous les aliments. En mettre de partout. De partout. Jouer avec, mettre sur le visage, mettre sur les vêtements. Et donc, quand on est une maman un peu stérile, un petit peu super propreté, apparence, très important, l'apparence de l'enfant. Mais je viens de le changer, mais je viens de le laver, les invités sont sur le point d'arriver. Et on le coiffe comme Elvis Presley, comme ça, avec la raie sur le côté, avec le petit nœud papillon et tout. Et il n'a qu'un an, d'accord? Il faut comprendre qu'on est en train de cloîtrer son développement naturel. Le deuxième stade, le second stade qui vient après le stade du roi, c'est le stade du patouillage. Il est en train de découvrir ses capacités du toucher. D'accord? Il est dans l'eau, il se jette dans l'eau, il éclabousse de partout. Il a besoin de jouer avec ça, il a besoin de jouer avec les choses. Moi, ces derniers temps, ma petite de 1 an, que Dieu la bénisse, que Dieu la protège, elle jouait, elle se suffisait de verre en plastique, propre, sec, aucun problème. Et maintenant, elle ne supporte plus tout ça. Et le seul truc qui la pèse, qui la calme, c'est une bouteille d'eau avec une petite gourde d'eau comme ça un peu ouverte qu'elle va renverser, qu'il va y avoir de l'eau par terre, elle va mouiller son pyjama, elle va mouiller par terre, mais c'est la seule chose en ce moment qui tient son attention. Elle est en plein, elle a 1 an et 1 mois et 1 an et 2 mois, c'est exactement ça. Ce que nos maîtres nous enseignent, c'est la période l'écrabouillage de la banane, l'écrabouillage du concombre, et donc on doit... C'est un cadeau extraordinaire que notre Créateur nous fait. Imaginez les filles, si on était en permanence, aux petits aguets, aux aguets et aux petits soins de notre propreté, de la propreté de la maison, de la propreté du vêtement, de l'apparence, on devient esclave. Je pense que Dieu, à mon humble avis, Dieu nous libère de l'esclavage, de la propreté, de l'apparence et du stérile et du catalogue, de la maison catalogue, et malheureusement, cette servitude de l'apparence. La servitude de l'apparence, on croit que c'est mignon, on croit que c'est pas grand-chose, c'est rien, c'est juste que j'aime bien la coquetterie, j'aime bien la coquetterie de l'appartement, j'aime bien que les choses soient propres, que les choses soient claires, il n'y a aucun problème. Il y a des périodes dans la vie où on a tout le loisir de tenir sa maison propre, il n'y a aucun problème. Avant les enfants, quand les enfants sortent de la maison, encore que, il faut avoir en tête qu'un jour les petits-enfants viendront et qu'il faut aussi qu'ils puissent s'y retrouver, bien que les petits-enfants les enfants doivent respecter la maison des grands-parents, doivent respecter, ne doivent pas manquer de respect en habillant les biens des grands-parents, mais les choses, la vie fait que il faut faire de la place aux enfants en fait. Et Dieu nous fait un grand cadeau. Parce que ces gens qui sont toujours aux aguets, qui sont toujours sur la propreté, sur la stérilité, sur la tâche, et je sais quand quelqu'un est rentré chez moi et a touché à quelque chose, et j'ai fait une photo mentale de mon salon et de ma bibliothèque, et tous les livres sont classés par telle lettre, ça rend les gens fous. D'abord, ça fait perdre un temps pas possible, c'est-à-dire leur existence se réduit à ça. Quand on peut faire tellement de choses dans le monde, quand on peut tellement apporter de sa personne dans le monde, les gens ont tellement besoin on a tous des dons intérieurs, on a tous des choses extraordinaires. Je ne dis pas maintenant qu'il faut aller... bien sûr que c'est important d'avoir une maison coquette en l'honneur de son mari. C'est un grand ingrédient du shalom bayit, de la paix conjugale, de tenir sa maison propre quand le mari arrive. Oui, les femmes qui font cela ont un grand mérite. Mais il y a une période dans l'enfance, en tout cas,
où l'enfant ne va pas dans ce sens-là. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin de touiller. C'est c'est le moment du khazir, le moment du cochon. Du cochon. Et c'est nos maîtres qui nous enseignent ça. Ils nous expliquent comment Dieu a créé l'enfant. Ils ne sont pas en train de nous dire « Oh là là, si seulement voilà, l'enfant se comporte comme un cochon, si seulement il pouvait ne pas passer par ce stade. » Non, ils sont en train de nous expliquer comment Dieu a créé l'enfant. Comment, de quel stade est faite l'enfance. Donc après, à l'âge de 3 ans, 3-4 ans comme ça, il est comme un chevreau, un genre de chevreau qui va à droite, à gauche, qui met un pied à droite, qui met un pied à gauche, qui saute de partout, qui gambade. D'accord? Donc des fois, on aimerait avoir du silence, on aimerait des fois, comment dire, la nature humaine veut son petit silence, veut son petit confort, d'accord? Je viens de ranger, c'est l'heure d'être au calme, j'aimerais être au calme, j'aimerais lire un livre, j'aimerais parler avec papa. Arrêtez de faire du bruit, arrêtez de courir. Ou des fois, c'est quand les invités arrivent, laisse machin s'exprimer, arrêtez de courir les enfants, arrêtez. Mais il faut comprendre, on ne peut pas oublier le fait que nos maîtres nous enseignent que juste après l'âge du khazir, du cochon qui touille de partout, c'est l'âge de l'enfant qui est plein d'énergie, d'accord, plein d'énergie pour sauter, monter, courir, et voilà, se crapahuter, vraiment, leur expression du moment, c'est l'espace dans lequel ils se trouvent, l'espace géographique. Moi, je me rappelle, il y avait juste à cet âge-là, c'est fou comment c'est précis, quand j'allais chercher mon premier enfant à l'école, que Dieu le bénisse, au GAN, il avait 3-4 ans, j'ouvrais la porte, il me regardait et il se mettait à courir jusqu'au bout de la classe et à recourir dans l'autre sens et à recourir dans l'autre sens, comme si qu'il voulait me montrer ses nouvelles capacités de course. C'était trop mignon. À chaque fois, c'était une habitude qu'il avait pris. Chaque fois que j'ouvrais la porte, il se mettait à courir dans un sens, puis dans l'autre. Et c'est exactement ce que nos maîtres nous enseignent. Exactement ce que nos maîtres nous enseignent, c'est que il y a une période comme ça où ils ont besoin de tester l'espace. C'est pas évident pour eux. Si pour nous, c'est évident, d'accord? Je sais, il y a le fauteuil ici, il y a le tapis ici, le tapis en angora, il y a la table Ikea, il y a le truc et tout. J'ai conscience de mon intérieur, je pourrais te le dessiner les yeux fermés, d'accord? Les enfants n'ont aucune conscience de l'état géographique, de l'état. Ils sont en train d'apprendre. Ils sont en pleine étude de l'espace géographique et de leur capacité corporelle, de leur force corporelle. Ils sont en train de découvrir. Si toi tu sais que tu es capable de marcher, de courir, de faire un petit jogging, de faire je suis là dans 5 minutes, tu sais que tu vas marcher, ça va te prendre 5 minutes pour arriver. On a conscience de l'espace, de notre capacité physique. Les enfants n'en ont pas du tout conscience et 3-4 ans, c'est la période où ils vont développer cela chez eux. Imaginez que... C'est-à-dire, on a le droit, c'est légitime de dire aux enfants, écoutez maintenant les enfants chéris, leur donner un petit livre, les amener à être plus calmes, il n'y a aucun problème, c'est l'heure de dormir mes amours, on va aller ensemble vers le lit, venez mes amours, vous voulez qu'on fasse le petit train, tchou, on monte les escaliers ensemble pour aller à la chambre, je ne sais pas. On a le droit de les orienter pour qu'ils se calment, on a le droit. Mais une maman qui est déçue ou frustrée du fait que son enfant a touillé les aliments, du fait que son enfant se met à courir dès que mamie arrive, se met à crier, à grimper et tout ça, une maman qui n'est pas consciente que son enfant doit passer par là obligatoirement pour pouvoir être équilibré, on va le lire à la fin de ce texte, eh bien c'est une frustration permanente. Parce que l'ancienne célibataire, l'ancienne vieille fille, non je rigole, pas vieille fille, mais l'ancienne, comment dirais-je, centre de ma vie, l'ancienne femme tournée vers elle-même que j'étais, d'accord, aime le silence.
Aime l'ordre. J'ai pris, oui, quand j'étais enfant, j'étais très balagane, j'étais pas très ordonnée, mais avec l'âge, j'ai commencé à prendre le goût de l'ordre et de l'organisation, et j'aime bien quand tout est à sa place, etc. Encore une fois, j'aime bien, j'adore mon salon blanc, j'adore mon fauteuil blanc comme neige, j'adore ma petite tapisserie que j'ai trouvée sur One-Fold and Burford en solde à $2000 le mètre carré, j'adore. D'accord? Donc l'ancienne femme tournée vers elle-même que j'étais adore, oui, l'ordre, la décoration, le silence pour pouvoir lire un bouquinet à droite à gauche. Là, je suis en train de bouquiner ce livre et puis là, je suis vraiment très émoustillée à la lecture de ce livre. Donc l'ancienne femme, d'accord, libre de son emploi du temps que j'étais, va se retrouver dans une situation, en amenant des enfants au monde, dans une situation où les donnes vont changer. Les donnes vont changer. Et si on n'est pas au courant que c'est la nature de Dieu, c'est la volonté de Dieu que ces enfants expriment tour à tour le stade dans lequel ils se trouvent, je risque d'être frustré. Je risque de fuir, d'accord? D'aller travailler encore et encore des heures à l'extérieur pour ne surtout pas subir la période de mon enfant qui est en plein d'entouillage. Ah non, non, je veux pas le voir, je veux le voir propre. C'est simple, je veux le voir propre. Je l'habille propre le matin, je l'amène à la maîtresse d'école, d'accord, au GAN, à la maternelle, je viens le récupérer, je le lave, je veux de la propreté, s'il vous plaît. D'accord? J'ai mis un tapis à l'entrée, vous essuyez vos pieds. D'accord? Vous ne courez pas à droite à gauche, vous vous asseyez. D'accord? Hop, on s'assoit. Tu vois, toute cette maîtrise ne fait que amenuiser les stades dans lesquels mon enfant se trouve qui sont essentiels pour son devenir. Essentiels. Il n'y a pas de raccourci. Il y a pas, mais si seulement je pouvais passer la phase touillage, si seulement, oui, il y avait une femme, quand on a expliqué, quand on a étudié ce cours, avec la rabbinite arabe, que Dieu la bénisse, il y a une femme qui a dit, si seulement on pouvait passer le côté, comment dire, dépendant de l'enfant, si seulement il pouvait être autonome plus rapidement, alors qu'on venait d'étudier tous les stades, c'est-à-dire, mais c'est comme ça. Il faut accepter les choses. D'accord? Il faut être grande, il faut être maman, il faut être mature. Voilà. Il faut rentrer dans le monde de la maturité. On aime bien le fast food, le fast drive, le fast. D'accord? La fast life. Que la vie passe vite. D'accord? Que tout soit rapide, que mon enfant qui vient de naître devienne rapidement un jeune adolescent, rapidement un homme, d'accord? Oh, c'est un petit homme, tu sais, des femmes, des fois, elles habillent leurs enfants qui sont tout petits comme des petits hommes, d'accord? Elles les coiffent comme des petits hommes. Oh là là, c'est un vrai petit homme, hein, c'est un vrai petit homme. Eh ben non, c'est pas encore un homme, c'est pas du tout encore un homme. Et avant qu'il arrive au stade d'homme, il y a encore un long fois des jours et des jours et des années, un long moment à passer, d'accord? Et il va falloir s'armer de patience. C'est ça. La maman, si elle veut permettre à son enfant d'être équilibré, doit s'armer de patience. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miraculeuse. Ça se passe à ce moment-là. S'il ne passe pas par les stades obligatoires du roi qui fait ce que bon lui semble, sans demander l'avis à personne, du cochon qui va touiller à fond, comment dirais-je, du petit bouc, c'est le bouc plutôt, qui va aller à droite, à gauche. Tu sais, un bouc, tu mets un bouc en intérieur, il galope à droite, à gauche, il saute là, il a failli se cogner, il a failli là, il est un peu en panique comme ça, le bouc. Donc si tu te dis, je ne veux pas passer par cela, je veux pas, tu es en train de couper l'enfance de ton enfant. Tu es en train de comment dire, comment on dit ça, de couper, voilà, de faire ce qui s'appelle une coupe, je ne sais plus le mot, ça va me revenir. Donc ensuite, qu'est-ce qui nous vient après le bouc? Après le bouc, on va essayer de trouver le mot. Mo atinok mitnaheg lifne aviv yimo umeraked lekan ulekan umesachek ve'akol smechim bo olam revi'i. La quatrième étape, domé les sous sheu mehaler be samtriot ve'imati kshe igia al pirko kshehu ben yutret. Ok, après le bouc, c'est le cheval. D'accord? Le cheval qui court dans des
dans des genres de labyrinthes, qui court dans des genres de couloirs et qui arrive à sortir de ces couloirs avec beaucoup d'adresse et d'habileté. C'est un cheval, un cheval. Pourquoi un cheval? Parce que un cheval a la capacité de choisir de lui-même dans quel chemin il veut aller, de courir vite, d'être... C'est une puissance, le cheval. C'est une puissance. Pourquoi le cheval? Le cheval, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cheval sauvage. Sauvage. C'est un cheval qui va commencer à aller de partout, qu'on ne peut pas vraiment gérer. On ne peut pas vraiment gérer. Ça, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence. Ça va de partout. Ça va de partout, mais avec une puissance en plus. Je veux aller là, je veux faire ça, il va courir, il galope. On ne sait plus, mon chéri, t'es avec nous, t'es pas avec nous. Il galope, le cheval. Il galope. Donc, c'est une période aussi obligatoire pour le développement de l'enfant. Je vais arriver rapidement à la fin. La fin, c'est que, à la fin, il devient, s'il a bien passé, on nous dit, s'il a bien passé tous ces stades comme il faut, à la fin, il devient un âne sur lequel on peut poser des poids. Qu'est-ce que c'est un âne? Alors, on se dit quoi? Tout ça pour que mon enfant finisse par être un âne? Un âne. Je vais faire de mon enfant un âne dans la société. Mais en vérité, pourquoi nos maîtres utilisent le mot âne? Dans le sens que l'âne, tu peux lui mettre un poids sur lui, il va porter le poids du début du chemin jusqu'au bout du chemin. Il ne va pas enlever le poids et dire « Vas-y, lâche-moi, j'en ai marre ». Il est sérieux, il est responsable, l'âne. Tu peux t'appuyer sur un âne, tu peux lui faire porter des charges, d'accord? Quelqu'un qui ne s'est pas construit ne peut pas porter de charge lorsqu'il est l'heure de porter des charges, d'accord? Le couple, c'est une charge. Les enfants, c'est une charge. Et puis après, on peut faire des choses, s'ouvrir encore. Si on a réussi à construire son couple, on a réussi à construire sa famille, à construire ses enfants, et que tout va bien, on peut même aller dans un stade au-delà et prendre la charge de la société, prendre la charge d'aider la société à avancer, à être meilleure, à aider là où on a besoin de nous. Ça, c'est ce qui s'appelle prendre sur soi une charge. Et c'est une qualité. C'est une qualité, c'est une valeur que l'on cherche chez l'être humain. On recherche des gens qui sont capables, d'accord, de prendre une charge sur leurs épaules. Que quand tu leur demandes de prendre une responsabilité, ils vont pas te lâcher au dernier coup, d'accord? Ils rentrent dans le mariage, hop, c'est pas ce que je croyais, attends, on m'attend, là, les copains m'attendent à la fête, il y a la fête à Rio, je sais pas quoi, allez, salut, ciao! Salut, ciao, tu viens de te marier. C'est ta femme, vous avez un contrat marital, tu t'es engagé, elle a besoin de toi, tu as besoin d'elle pour te construire. Non, j'ai autre chose à faire, je pensais pas que c'était ça, je voyais pas les choses comme ça, voilà, etc. Bon, toutes sortes d'arguments que les gens peuvent apporter pour que Dieu préserve, briser la cellule familiale, d'accord, et partir comme si c'était tout à fait légitime de partir parce que autre chose de plus pétillant les attend ailleurs. C'est un grand problème. Les gens irresponsables sont des gens qui fragilisent la société. Et on veut une société forte. On veut une société d'abord, avant de voir la société, on veut des familles fortes. On veut des cellules familiales fortes. On veut déjà, il y a Rani Kubara, mon fils, je veux que tu aies une cellule de famille forte. Déjà, avant de regarder la société, avant de regarder le peuple, avant de regarder tout ça, mon fils, je veux que tu aies une cellule familiale fixe, digne de ce nom. Je veux que tu sois quelqu'un qui a la tête sur les épaules, je veux que tu sois quelqu'un de responsable. Comment on fait des enfants responsables, des adultes, attention, c'est pas les enfants qui sont responsables. Les enfants doivent passer par tous ces stades où il n'y a pas encore de responsabilité sur leurs épaules pour arriver au stade de l'adulte responsable qui va pouvoir prendre une charge sur ses épaules. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Vous remarquerez que nos maîtres ne nous parlent ni de saouler les enfants en leur disant « Tu sais, je te préviens, il va falloir que tu sois responsable dans la vie, faut que tu apprennes c'est quoi la responsabilité. » Non, ni il s'agit de leur parler d'être des gens responsables, ni il s'agit de leur mettre des choses trop lourdes sur leurs épaules, d'accord, des responsabilités sur leurs épaules. Nos sages ne nous parlent pas de ça, ne nous parlent pas de mettre des responsabilités sur les épaules de nos enfants, à aucun stade que ce soit. On peut leur permettre de faire des choses de leur propre volonté, mais nous, d'aller et leur mettre des poids sur le dos, ils ne parlent pas de ça en tout cas. Ils ne parlent pas non plus de sauter les étapes, d'accord, et d'aller directement à l'âne.
il parle de tout un processus. Tout un processus. Un processus obligatoire. Un processus sans lequel on ne peut pas recevoir, obtenir cette huile chère, cette huile de qualité qui s'appelle l'être responsable. L'homme ou la femme responsable. Comment on fait pour y arriver? Voilà les ingrédients, voilà. C'est juste une chose. On ne nous demande pas, nous, d'aller réveiller chez notre enfant le roi qui est en lui, de lui expliquer, tu sais, mon chéri, tu es un roi, tout est permis, tu as le droit de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux, je te promets, je crierai pas, je te promets. C'est pas des choses qu'on doit expliquer. C'est pas des choses, mon chéri, regarde, là, c'est le moment où tu dois touiller, je sais pas, question anonyme, les filles, mon enfant ne touille pas encore, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire, C'est pas... C'est en lui, t'inquiète pas, ça va venir, ça va s'extérioriser, l'enfant va se comporter comme un roi de 0 à 1 an environ, c'est pas exact, mais environ 1 an, en tout cas une première période. Ensuite, la deuxième période, s'il a passé la première période de façon sauve, d'accord, il a senti qu'il avait sur qui s'appuyer, il a senti que maman ne lui a pas fait ressentir le poids des choses, il a senti que maman n'a pas fui sa présence parce que, sous prétexte qu'il avait un grand besoin, d'accord, maman a été là pour permettre à son enfant de pleurer quand il avait envie de pleurer, de manger quand il avait envie de manger, d'allaiter, comment on dit, à la demande, d'allaiter à la demande et ne pas faire attendre l'enfant 3-4 heures sous prétexte qu'on t'a dit que c'est la technique. Non, l'enfant a faim, il faut lui donner ce qu'il a besoin. L'enfant est le roi, il faut le servir. Il faut le servir dans le sens qu'on sert Dieu au travers de l'enfant. Donc, le cochon... d'accord, qui va touiller, qui va se salir, d'accord. Maman a fait un lâcher-prise sur toute elle était fan de mode, elle était fan de toutes les collections de mode, d'accord. Elle adorait, elle rêvait quand elle imaginait d'avoir un enfant, elle imaginait déjà habillé de la nouvelle collection, d'accord. Et elle a compris que c'était pas du tout adéquate avec les stades de l'enfance, de l'enfant qui a besoin de se salir. Et donc maman a fait un lâcher-prise sur la dernière collection et s'est mise à acheter des pyjamas pratiques, d'accord, même si on lui fait des réflexions, c'est tout ce que tu as à mettre à ton enfant, tu sais, tu devrais l'habiller un peu plus sympathiquement. Non, il y a une période où c'est la période du touillage. Donc n'ayez pas honte de mettre à vos enfants des pyjamas simples dans lesquels ils sont d'abord avant tout à l'aise, d'accord. Ils n'ont pas trop chaud ou pas trop froid, ils sont à l'aise et vous n'êtes pas stressé que l'enfant va se salir. D'accord? Pas des vêtements qui vous stressent. Oui, mais c'est la petite chemise de l'anniversaire, c'est la mamie qui l'a acheté, tout ça. Tu veux faire plaisir à mamie, et c'est un grand mérite de faire plaisir à papy et mamie. Tu leur mets la chemise le jour venu de la rencontre de papy et mamie. Comme dit la rabbinite Yemima Mizrahi, quand on va rencontrer les grands-parents, les enfants doivent être nickel, d'accord? Ne même pas se gratter la tête, là, arrête de te gratter, mon chéri. D'accord? Le jour de la rencontre avec les grands-parents, ça va durer quelques jours de fête, on fait des efforts, ok, pour les habiller bien, mais une fois rentré chez soi, reprendre la routine normative et saine de la maman qui met des habits à son enfant où elle sait que c'est son habit, c'est l'habit de l'enfant, l'habit du touillage. D'accord? Oh mon chéri, comme tu as bien touillé. Oh, il manque un endroit, faut que tu salisses ici aussi. Voilà, super, je vais le mettre à laver et je te mets ton prochain pyjama de touillage. Je suis consciente que tu dois passer par ces stades. Je ne suis pas stressée de cela. Et donc, quand on rentre dans ce lâcher-prise et on commence à se faire à l'idée que mon enfant va passer par le stade du touillet, si l'enfant arrive à vivre vraiment ce stade de façon entière et épanouie, il va ensuite passer au stade d'après, qui est le stade du bouc, qui va de droite à gauche, qui saute et tout ça. Et encore une fois, s'il a vraiment senti que maman n'est pas là en train de se crisper les yeux parce que son enfant va sauter, d'accord? Première fois, tu as le droit de te crisper les yeux. Moi, je me rappelle, pour mon premier, quand j'étais au parc, je ne laissais rien faire jusqu'au jour où j'ai vu qu'un enfant, à peu près de son âge, un petit peu plus, faisait des choses vraiment très, très folles. Il se lâchait d'un truc, il s'accroupait un truc, on aurait dit Tarzan. Et là, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je sois un petit peu plus laxiste avec mon enfant pour son bien-être, pas au nom du laxisme, mais pour son bien-être. Et donc voilà, comprendre qu'il y a un moment comme ça, une période où c'est la période du bouc, qui va de droite à gauche, qui court, qui escalade, qui grimpe. Et donc, moi, j'ai dit à mon mari, je lui ai demandé, et on est d'accord, on s'est mis d'accord, Baruch Hashem, sur ça, au moins, qu'on ne voulait plus jamais acheter, Bli Neder, de choses nouvelles, ni de vêtements nouveaux, ni
de meubles nouveaux que si on a besoin de quelque chose, on l'achèterait, Blinéder, en seconde main. D'accord? Alors, si la Livia d'avant les enfants m'entendait me parler aujourd'hui, je pense que je serais tombée dans les pommes. Parce que moi, acheter un truc deuxième main, mais enfin, Livia, mais t'es consciente de ce que tu viens de prononcer quand même, c'est fou, c'est fou. Seconde main, je veux dire, t'en es arrivé là, quoi, c'est fou. Non, c'est pas que j'en suis arrivée là, genre, on doit acheter des trucs deuxième main et tout. Non, c'est que j'ai compris que les choses neuves apportent un stress, je veux garder la chose neuve, je veux, les enfants, touchez pas, voilà, j'ai fait un trait, n'approchez pas plus d'1 mètre de ce trait, d'accord? Ne passez pas ce trait, parce qu'après ce trait, c'est le nouveau fauteuil, tout blanc, crème, blanc, coquille d'œuf, je ne sais plus. Donc voilà, c'est stressant. Ah, c'est stressant, mon Dieu. Le nouveau tapis en angora, même les nouveaux vêtements. Mon chéri, c'est un nouveau pantalon, ne te jette pas par terre avec des genoux. Tu vas encore faire des trous au niveau des genoux. Je ne sais plus comment réparer ces trous. D'accord, j'ai acheté le petit témoignage. On se rendait compte qu'à force, on achetait des nouveaux pantalons à nos enfants. Et après, à peu près, je ne sais pas, 2-3 jours, il y avait des trous dans les genoux. Et donc, il fallait qu'à chaque fois qu'on amène les pantalons chez la couturière, et au bout d'un moment, j'ai dit à mon mari, viens, on achète une machine à coudre. Je pense qu'on va faire des économies. On a acheté une machine à coudre. Et je n'ai pas compris. Enfin, j'ai fait quelques cours de b.a.-ba de couture, rien de très fort, mais je n'ai pas réussi à comprendre le système de comment tu fais pour coudre ce genre de carré qui cousait à l'époque sur les genoux, là, à la place des genoux, sur les pantalons, avec une machine à coudre. J'ai pas réussi à faire le truc, j'ai pas réussi, donc j'ai laissé tomber. Et au final, on a dit, bon, ben, ça, voilà, c'est trou au genou style, c'est le trou au genou style de la famille Atlan. Donc voilà, les enfants ont des trous au genou, d'accord? Mais on ne complexe pas, ça va. Des fois, quand vraiment les pantalons sont trop troués au genou, alors on les coupe en short. Et puis voilà, et puis après, on fait de la récup, on récup. Des fois c'est vrai, on ne peut pas toujours récupérer. Des fois, on est obligé d'acheter neuf. Il n'y a aucun problème pour acheter neuf des vêtements que les enfants ont vraiment besoin, mais acheter des choses à ce moment-là, pas de mauvaise qualité. C'est important aussi que les enfants aient suffisamment chaud et suffisamment... Je ne veux pas bannir les achats, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ne plus être dans cette philosophie de l'achat, du neuf, de commencer à rêver de nouveaux trucs que je vais acheter. C'est pour ça que chez moi, je ne fais plus rentrer aucun catalogue. J'étais à l'époque architecte dans un ancien Guilgoul, d'accord? J'avais voilà. Quand je me la pète, ça donne des trous de mémoire. Non, je suis pas du tout fière de ça. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis fière de dire que je suis mère au foyer. Ça, j'en suis très fière, Baruch Hashem. Et c'est une fierté saine, une fierté pas mauvaise, hein, je pense. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, j'avais une grande bibliothèque derrière, chez moi, avec tous ces catalogues et tous ces livres et tous ces trucs. Et quand je lisais, je me laissais aller au rêve de bientôt acquérir un nouveau petit sofa pour l'ambiance English room, sweet home suite avec la petite truc et le petit truc porte-parapluie, le petit porte-parapluie à l'entrée, la petite console, quel rêve, voilà. Prochain achat console, prochain achat meuble, machin, style, lui, machin, bon bref. J'allais dans ce genre de rêve. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de rêver de ce genre de truc parce que j'ai compris que c'était trop de stress sur les épaules des enfants. Trop de stress. Ne touche pas, mets pas les enfants, ne mets pas les mains, tout ça. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Être des garde-meubles ou permettre à des gens, à un futur peuple de prendre vie? Amener des enfants au monde et leur permettre, leur donner tous les outils pour être des gens épanouis pour eux, pour nous, pour être contents de savoir que nos enfants sont épanouis, et pour le peuple, au nom du peuple juif. D'accord? Pour le futur peuple juif, que le tournant que le futur peuple juif devra prendre à l'époque, à la période où nos enfants seront des adultes, pour rendre service au peuple, amener des gens équilibrés dans ce monde. Et donc, ça passe par le fait de ne pas être stressé par les meubles. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, on va aller chez les grands-parents et on va sauter sur tout. Ça, commence à me travailler dessus, je commence à essayer de me rééquilibrer parce que j'ai compris que non, ça ne se faisait pas du tout, en fait. Il faut respecter les meubles des grands-parents, c'est très important. C'est vraiment très important. Je fais tchouva dessus parce qu'il y a eu un moment où je croyais que non, même ça, c'était pas important. Mais en fait, non. C'est important d'apprendre aux enfants qu'ils doivent respecter les meubles des grands-parents. C'est très important pour le respect des parents,
D'accord? Au niveau de la Torah, on nous demande de respecter nos parents et nos parents, ça les attriste quand les enfants viennent et que c'est des Tasmanies en une tornade, ont tout cassé, ont tout brisé, ont tout sali, ça se fait pas. Moi, je me rappelle, quand on allait chez ma grand-mère, aller à Shalom, toujours, elle nous regardait avec un regard comme ça. Ya Rabbi, je viens de faire l'aspirateur. Ya Rabbi, je viens de faire l'aspirateur, mon fils. Fais attention. Je viens de faire l'aspirateur. La pauvre, elle était essoufflée sur le fauteuil et tout. Donc, ouais, respecter, c'est clair, respecter. Respecte à fond. Mais voilà, pas de façon indéfinie, d'accord? Ne pas aller faire vivre nos enfants chez les grands-parents et tout, toujours dans une... Oui, les grands-parents, ils sont très bien chez les grands-parents pendant 1 an, 2 ans, il n'y a pas de problème, ils sont en train de les éduquer à l'anglaise, non. Il y a un moment, il faut revenir à la nature de l'enfant, à la maison, revenons à la nature saine de l'enfant qui est de pouvoir se permettre de passer par tous ces stades sans complexe aucun. Que maman est entière, plus maman est entière avec ce développement, avec ce processus de l'enfance, plus l'enfant va obtenir toutes les forces et toutes les forces, les étincelles de vie qu'il doit obtenir à chaque stade de sa vie pour donner, Bezrat Hashem, une grande force dans l'âge adulte. Donc la question, c'était comment gérer une confrontation avec son enfant. Si tu rentres en confrontation avec ton enfant, je pense que plus on a conscience de ce que crée la confrontation avec mon enfant, de la fragilisation que ça va créer chez lui plus tard, et plus on a conscience que c'est lui le roi maintenant. C'est pas à moi de lui dire, de lui mettre des règles et tout ça, une vie de règles. On a le droit de mettre des règles, mais de façon mesurée, pas trop de règles, parce que sinon ça devient irrespirable. Quand tu rentres, tu mets tes chaussures ici, t'as mis ton sac, les sacs, d'abord les sacs, voilà. Après, vous rentrez pas dans la cuisine, le parterre est mouillé, d'accord? Vous attendez, d'accord? D'accord? Moi aussi, je suis pas contre le ménage, je ne suis pas contre l'ordre, mais je suis avant tout pour des enfants en bonne santé morale. Des enfants en bonne santé morale. C'est très important. Surtout des futurs adultes, des adultes en bonne santé morale. Parce que sur le moment, on ne voit pas le résultat. Quand tu les fais attendre, c'est vrai, quand tu les fais attendre, tu leur fais tout ce truc-là de attends, ton sac, la serpillière, attends. Et que tu leur permets d'être, tu vois pas la différence sur le moment. Une fois, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas ce qu'elles ont, toutes ces femmes, à parler de rester à la maison, à s'occuper de leurs enfants. Moi, je te dis, j'ai plusieurs filles, dont 2 filles. Une qui fait tout un idéal de s'occuper de ses enfants chez elle, et une qui travaille sans se poser de questions, qui met les enfants jusqu'à tard à la maternelle, et qui les ramène. Et ben, je t'assure que mes 2 petits-enfants, d'accord, mais les 2 familles de petits-enfants, de cette fille et de cette fille, sont tout aussi épanouie, si ce n'est plus chez ma fille qui travaille énormément et qui met ses enfants longtemps chez la gardienne d'enfants. Je trouve que ces enfants sont encore plus épanouis. Je sais pas, ils rentrent à la maison, ils sont tout mignons, ils disent mamie, est-ce qu'on peut toucher, est-ce qu'on peut prendre, pardon mamie, ils sont beaucoup plus trucs. Et en fait, ça ne se voit pas à l'âge de l'enfance. On ne voit pas les résultats de notre labeur à l'âge de l'enfance. Tout se voit à l'âge adulte. Ça va être à l'âge adulte que ça va prendre. Tu peux avoir un enfant qui paraît très équilibré extérieurement, d'accord, dont la maman n'a pas du tout conscience de tout ce processus et qui ne permet pas à son enfant ce processus, d'accord, qui l'empêche de se réaliser, de se développer d'après le processus que nos maîtres nous enseignent, d'accord, la Torah, et peut ne pas avoir conscience que son éloignement avec son enfant pèse à son enfant. Elle peut ne pas du tout avoir conscience et avoir un enfant très calme, très poli, très propre. Et donc à ce moment-là, on dit, bah, elle a réussi son éducation finalement. Bah, quel est le problème? Je ne comprends pas. Voilà, le résultat est là. Son enfant est propre, son enfant est calme, son enfant demande pardon, son enfant a le langage très développé parce qu'elle l'a amené à plusieurs activités extrascolaires où il va développer son langage. Regarde la réussite éducative. Et là, je dis, enfin, je pas moi, nos maîtres, la Rabbani Dinara en l'occurrence, qui est extraordinaire, et nos maîtres nous enseignent que les résultats ne se verront qu'à l'âge adulte. D'accord? Tu peux avoir un enfant à qui tu vas énormément permettre de se développer d'après cela, et tu vas le garder, et tu vas l'occuper, tu vas lui donner tout ce qu'il a besoin, la chaleur et tout ça, et
pique des crises. Chaque fois que mamie arrive, il pique des crises. Alors mamie tout de suite peut se dire, je crois qu'il n'est pas très épanoui celui-là, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce que maintenant il était un peu fatigué, parce que maintenant l'enfant n'est pas un robot uni, comment dire, uni au niveau de son. Il a un nuancier intérieur de ressentiment, d'émotion, de fatigue, de force. De maintenant il veut rire. Maintenant, donc c'est pas en le photographiant quand il est enfant, alors qu'il a souri, qu'on peut dire que c'est l'éducation a été réussie, ou il a pleuré au moment où on l'a photographié, donc ça veut dire que l'éducation n'est pas réussie. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les fruits viendront à l'âge adulte quand les parents, je vous souhaite et je nous souhaite à toutes de vivre jusqu'à l'infini, d'accord, de ne devoir jamais partir de ce monde, amen, si c'est la volonté de Dieu, mais il se peut que nous ne soyons plus de ce monde pour observer les fruits. Et c'est ça le rôle d'un parent. C'est ça le rôle d'un parent, c'est de ne pas chercher les résultats instantanés. Le raccourci, le fais bonne figure, montre que je te maîtrise. Ne me parle pas comme ça. Attention, tu as vu comment tu m'as parlé? Tu as vu comment tu m'as... Comment on parle? Parle mieux. Tu me parles avec respect. Non, non. Plus le parent parlera avec respect à sa maman, à ses parents, à elle, qui sont les grands-parents de l'enfant en l'occurrence, plus l'enfant va éponger un, comment dire, dogma ishit, comment dire, une image du respect des parents, plus il sera en capacité de respecter ses parents lorsque l'âge sera venu, lorsque lui-même sera un adulte et qu'il aura conscience de la mitzvah de Kibbudorim. Mais il y a une période où on va avoir le sentiment, entre guillemets, avoir le sentiment que l'enfant nous manque de respect. Oui, eh bien ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Ah, mais ça fait pas bien, ça fait genre, je sais pas éduquer mes enfants. Je sais pas, qui m'a dit un jour, je lui ai dit comment mon enfant avait réagi et tout. Elle me dit, quoi? Tu vas me dire que tu réagis comme ça, enfin que tes enfants réagissent comme ça avec toi, et en plus tu enseignes l'éducation, alors que tes enfants réagissent comme ça avec toi. Et moi je dis, parce que mes enfants réagissent avec moi comme ça, je me permets, pas d'enseigner l'éducation, mais de faire passer ce que j'étudie, parce que justement des fois les enfants vont nous manquer de respect. Et ça ne veut pas dire qu'on est en échec. Souvent les mamans prennent les choses très à cœur au niveau de l'image que ça peut donner d'elles-mêmes. Est-ce qu'elles sont un parent digne de ce nom ou pas? Est-ce qu'elles sont un parent obtus ou pas? D'accord? Obtus, c'était pas le nom, mais enfin, est-ce qu'elles ont réussi leur côté maternel, etc. Est-ce qu'elles ont réussi à se faire respecter par leurs enfants? C'est la preuve. Non, ça n'a rien à voir. L'enfant va nous manquer de respect. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi aussi, j'étais une enfant. Et moi aussi, j'ai manqué de respect à ma maman. Il a fallu beaucoup de temps, avant que je prenne conscience de l'importance du respect des parents. Il a fallu que je grandisse, que je me marie, que je fasse tchouva, et que je commence, après des années, à commencer à découvrir et à m'intéresser sur le respect des parents. Et encore aujourd'hui, c'est un défi. Pas parce que j'ai des parents qui sont difficiles à respecter, ou des beaux-parents qui sont difficiles à respecter. J'ai des parents et des beaux-parents extraordinaires, que Dieu les bénisse. Extraordinaires. Mais de la nature de l'être, d'accord, si c'était une évidence de respecter ses parents, la Torah ne nous en parlerait pas. Donc la Torah nous en parle parce que c'est contre nature, parce qu'on a une tendance, entre guillemets, de non-reconnaissance, une tendance naturelle, si on se laisse aller, spontanée de manque de reconnaissance, d'ingratitude. Et donc il faut travailler la gratitude, il faut travailler le respect des parents, d'accord. Quels que soient les parents qu'on a reçus, on doit travailler le respect des parents. Chaque cas est une question à poser à un rave, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, 100% des gens doivent respecter leurs parents, des juifs en tout cas, doivent respecter leurs parents, peut-être que les non-juifs aussi, je n'en sais rien, eh bien, en tout cas, doivent respecter leurs parents. Alors, si le lien est bon, on peut le faire de près, on peut être avec eux et tout ça. Si le lien est très difficile et problématique parce que les parents sont destructifs, c'est une question qu'on m'a posée un jour. Du coup, j'ai posé la question au Rav, il a dit, on doit respecter ses parents quand même, mais en prenant une distance, les appeler par téléphone, leur écrire, leur envoyer des lettres, leur envoyer des cadeaux, mais ne pas se mettre dans des situations où on va être en confrontation avec ses parents, que Dieu préserve, parce que c'est un manque de respect. Donc ça me prend des années avant de comprendre qu'est-ce que c'est que le respect des parents. Et donc quand tu attends d'un enfant qui n'est pas du tout construit encore, qui est en plein dans son processus de construction, tu attends et tu veux obtenir de lui du respect, c'est une grande illusion.
C'est fou d'espérer qu'un enfant respecte ses parents. Peut-être qu'il va nous respecter parce qu'il nous a vu respecter nos parents et donc ça va être plus simple pour lui. Peut-être qu'il va nous respecter parce que on donne une tellement bonne atmosphère à la maison et qu'on s'entend tellement bien, enfin on essaye de donner une image en tout cas de bonne entente avec le mari devant les enfants, donc les enfants ont plus envie de nous respecter. C'est connu que quand il y a le shalom bayit, quand il y a la paix conjugale, les enfants ont plus de facilité à respecter leurs parents. Quand les parents se respectent l'un et l'autre devant les enfants ont beaucoup plus de facilité à les respecter. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à faire, des techniques si on veut, entre guillemets, pour aider les enfants à nous respecter, mais on ne doit pas attendre et demander aux enfants de nous respecter. Eh, comment tu m'as parlé là? Mais attends, elle a 3 ans, ne prends pas les choses à cœur, hein. Ça y est, faut pas avoir honte que ton enfant te parle comme ça, même si c'est devant d'autres personnes. Maman, non, pas ça, non, pas ça, maman, donne-moi ça, non, pas ça. C'est aderer chez la yeled, c'est ça la manière de communiquer d'un enfant. C'est comme ça. C'est comme ça, il va crier parce qu'il veut quelque chose. Il va hurler, il n'est pas encore construit. Et nous, en tant que maman, on doit être ces gens qui leur permettent de se découvrir, de découvrir leurs limites. D'accord? Être miséricordieuse avec eux. Plus on est miséricordieux avec autrui, plus Dieu est miséricordieux avec nous. Donc la base de la miséricorde, ça se passe dans le foyer, avec la famille, avec les enfants. Et donc, il faut utiliser ces capacités de miséricorde avec les enfants. Oui, ils m'ont pas demandé d'une façon tout ça, avec les règles comme à l'anglaise et tout ça. Mais alors, je vais pas lui donner son biberon parce qu'il m'a demandé comme ça. C'est de l'ego, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil. De l'orgueil de vouloir qu'un enfant nous respecte. C'est orgueilleux. Voilà, c'est orgueilleux de la part d'une personne de vouloir que ses enfants la respectent. Et surtout, devant les gens, d'accord? Surtout au vu et au su des gens, tu me parles pas comme ça, hein. Je te préviens. C'est très grave de faire honte à une personne, de manière générale. Très grave de faire, il y a une très grande faute de la Torah, de faire honte à une personne, et ça marche pour les enfants. On n'a pas le droit de faire honte à nos enfants devant les gens. Même si nos enfants nous ont fait honte, entre guillemets, se sont pas adressés à nous de la manière la plus respectable devant les autres. Mais il faut faire un lâcher-prise de l'image de son apparence, de qu'est-ce qu'on montre en apparence. Il faut faire un lâcher-prise. D'accord? Eh ben oui, ma soeur, ma copine, a vu que mes enfants m'ont mal parlé. Et alors, ça fait pas de moi quelqu'un de moins bien, ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur, moins bonne maman, ça fait pas que... Alors si je leur dis pas, je leur réponds pas du tac au tac, ça veut dire que je suis pas une maman qui se respecte. Et où est l'autorité? Hein? Où est l'autorité dans ce monde? Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Eh bien, les barrières vont venir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour l'instant, c'est l'âge du roi, du cochon, du bouc, du cheval. Et des fois, c'est un mix. Des fois, à l'âge de 4 ans, il y a encore un peu le cochon qui est là. Des fois, à l'âge de 1 an, il y a déjà des fois, il y a déjà le bouc qui court, qui parle fort, qui tout ça. Donc, c'est un mix. Il faut savoir, avoir conscience de ça. Voilà, mes très chères dames. J'espère que ça a répondu un petit peu à l'énigme de comment gérer les confrontations. Disons que ça donne envie de ne pas être en confrontation. Mais si ça n'a pas répondu, faites-le moi savoir. Je ferai un plaisir de corriger la chose et d'amener encore de la lumière à tout cela. Je vous encourage et je vous invite à partager. À très bientôt, mesdames. Que Dieu nous aide à faire sa volonté.